Avertissement. Cette vidéo est destinée à un public averti. N'est-on criminel ou est-ce qu'on le devient? Les psychopathes sont convaincus d'être tout à fait normaux. Ils sont donc quasiment impossibles à étudier. Quand je me regarde dans le miroir, je vois deux visages, le monstre et l'être humain. Il m'a dit que quand il tua la meilleure amie de sa mère, il avait eu un orgasme. J'avais les mains pleines de sang et je me suis dit « Oh mon Dieu, je l'ai fait, je peux pas le croire, merde. Maintenant, je dois tuer l'autre. » Et je frappais, je frappais, et je prenais un plaisir fou à le frapper. En fait, j'utilisais principalement des moyens psychologiques. J'étais souvent allé à la librairie de l'université et j'avais étudié la psychologie. J'avais également lu des livres qui m'ont permis de me renseigner sur la façon de penser des humains. Mais là, je savais que nous n'allions pas reparler. Je suis reparti dans ma chambre, je savais que je n'allais pas dormir, je me suis allongé 3 ou 4 heures. Il devait être environ 5 heures du matin quand je suis revenu avec un marteau. Je lui ai défoncé le crâne et je lui ai coupé la tête. Trouver les 34 noms. Ni la justice, ni personne. C'est une accusation fausse. Vous avez été reconnu coupable de quoi? J'ai été reconnu coupable d'en avoir tué 2, à Fort Pierce. Alors que personne ne m'a jamais vu sur les lieux du crime. Aucun lien n'a été établi entre moi et les victimes, sauf la mère de l'une des 2 qui a témoigné. I'm prepared. At the same time, you have to admit you're killing patients, right? Right. The only one I was worried about was Nelson. And why were you worried about him? Bienvenue dans cette vidéo spéciale consacrée aux serial killers, ces criminels notoires qui ont semé la terreur à travers l'histoire. Aujourd'hui, nous allons explorer les esprits tordus derrière ces actes impensables, examiner leurs méthodes et plonger dans l'obscurité de leurs crimes. Section 1. Qu'est-ce qu'un serial killer? Il existe une image de Patrick Bateman, une sorte d'abstraction. Mais je n'existe pas vraiment. Ce n'est qu'une entité, quelque chose d'illusoire. Et bien que je puisse cacher mon regard froid et que vous puissiez me serrer la main et sentir ma chair s'agripper à la vôtre, vous pourriez vous dire que nos vies sont comparables. Mais je ne suis tout simplement pas là. Un serial killer est un individu qui commet un certain nombre de meurtres avec préméditation sur une période prolongée. Les motivations peuvent varier, mais beaucoup sont motivés par des impulsions malsaines ou des désirs morbides. La motivation de Ted Bundy, les jeunes étudiantes. Il a commis une série de meurtres brutaux dans les années 1970, principalement de jeunes femmes. Bundy était un homme charismatique et séduisant, ce qui lui permettait d'attirer ses victimes. Jeffrey Dahmer, également connu sous le nom de « le cannibale de Milwaukee », lui a commis une série de meurtres et de mutilations entre 1978 et 1991. Il a tué et démembré 17 hommes et garçons, et a également commis des actes de nécrophilie et de cannibalisme. Les secrets que Jeffrey Dahmer cachait désespérément depuis de nombreuses années. Suite au conseil d'un jeune homosexuel qui s'est échappé de l'appartement de Dahmer. La police a fouillé le numéro 213 et a trouvé une chambre d'horreur inimaginable. Têtes humaines avec des cœurs enveloppés et mises en sac au congélateur. Mains et pieds au fond de sa marmite à soupe. Crâne rangé dans un classeur. Et ce tonneau bleu rempli de torses démembrés trempés dans l'acide. Dahmer passerait les prochaines 24 heures à se confesser, racontant de manière vivante l'histoire d'une vague de meurtres qui a commencé en 1978, alors qu'il avait 18 ans, et fini avec 17 jeunes hommes morts. John Wayne Gacy, surnommé « le clown tueur », a commis une série de meurtres de jeunes garçons entre 1972 et 1978. Il a été reconnu coupable de 33 meurtres et a enterré la plupart de ses victimes dans sa propre maison.
Ce soir dans News Extra, l'homme qui a commis ce qui pourrait être le crime du siècle. Il s'appelle John Wayne Gacy, reconnu coupable du meurtre de 33 personnes innocentes et de la destruction de centaines de vies. Il n'a jamais parlé de cette affaire à personne jusqu'à ce soir. Sa folie meurtrière a été découverte pour la première fois par une froide journée de décembre. Les premières de ses victimes ont été retrouvées dans le vide sanitaire sous sa maison, ont été éliminées un par un pendant que le monde regardait. Depuis 13 ans, Gacy a refusé de parler, mais ce soir, il brise ce silence sortant du couloir de la mort de la prison d'État de Menard, pour parler en tête-à-tête avec Walter Jacobson de Channel 2. Walter est ici maintenant pour nous dire quel cas il avait à dire dans une interview exclusive. Eh bien, j'ai passé 2h30 avec John Gacy, écouter une toute nouvelle histoire sur son cas. Il était décousu et souvent, incohérent mais toujours très méfiant. Il y a 13 ans, il a raconté à la police comment il avait assassiné ses victimes, mais maintenant il me dit qu'il ne l'a jamais fait. Les gens ne veulent pas connaître la vérité et son honnêteté. S'ils veulent être convaincus ou soumis à un lavage de cerveau sur ce qu'ils croient, alors trouve et vas-y et tue-moi, mais la vengeance est à moi, dit le Seigneur, parce que tu auras exécuté quelqu'un qui n'a pas commis le crime. Ce sont les mots de John Wayne Gacy, plaidant son innocence depuis le couloir de la mort du pénitencier d'État de Menard 13 ans après avoir été reconnu coupable de ces crimes, le tueur en série le plus notoire de notre époque. Quand il peigne l'image que j'étais ce monstre qui a ramassé comme ses enfants de cœur dans la rue et les écrase comme des mouches, j'ai dit que c'était ridicule. Mais le jury n'a pas trouvé ça ridicule. Après à peine 2 heures de délibération, son verdict était le meurtre de Gacy. 33 à 29 corps enterrés dans sa maison à Somerdale. Un crime aux proportions effroyables. Dans le vide sanitaire en dessous des corps recouverts de chaux et gainés de plastique déterrés quelques jours avant Noël et emportés dans le froid de décembre. L'un après l'autre après un autre. Mais malgré toutes ces preuves, il dit qu'il a la preuve qu'il ne l'a pas fait. Voici l'un des dizaines d'exemples de ce qu'il appelle des preuves. J'ai mis 5h30, 3h30 de vérité, monsieur, et sous améthole de sodium le mois maximum que je reçois ici, cela montre que je n'ai aucune connaissance du crime. Mais c'est là que sa tentative de changer l'histoire, c'est ce qu'il pense qui lui vaudra un nouveau procès, il commence à s'effondrer. Il n'y a aucune preuve qu'il ait jamais pris du sérum de vérité. Maintenant ce n'est plus seulement une question de preuve physique, c'est aussi un problème de caractère. Plusieurs fois au cours de notre entretien il a essayé de se présenter comme un bon gars. Un père de famille éthique et travailleur, voici comment il se décrit en tant que père. Aimant et attentionné, j'ai toujours pris soin de mes enfants, même maintenant. Quel genre de valeurs vous souvenez-vous de leur avoir transmises? Étais-tu strict avec eux aussi? Non, pas aussi strict qu'eux. Beaucoup de choses que mon père faisait, je refuse de faire parce que je ne vois pas, je ne crois pas au fait de frapper des enfants, je n'y crois pas, en gâtant un enfant non plus. Mes valeurs sont telles que si tu donnes assez d'amour à un enfant, accusé du meurtre de 33 enfants, et tu dis que tu ne croyais pas à l'importance de frapper, je veux dire, tu bases ces conneries sur ce que tu as entendu de moi. Et ce que le jury a dit et ce qu'ont dit les cours d'appel et le procureur qui l'a mis en prison dit. Gacy est une machine à tuer impitoyable et sadique. Il est responsable et il savait exactement ce qu'il faisait, il l'a prévu à l'avance, il l'a réalisé et il a apprécié. Et il l'a admis en fait, je m'en vantais à la police, mais maintenant 14 ans plus tard, il le nie et tu m'en parles, qu'en pense le procureur Kunkel? C'est un homme désespéré, il va mourir dans 2 ou 3 ans, il sera exécuté quand la loi sera enfin appliquée et il s'accrochera à n'importe quelle paille. 2h30 à s'accrocher à des pailles, des dénégations rusées et manipulatrices. Mais si tu écoutes attentivement, tu le surprends en train de faire une erreur à propos de John Bukovich, par exemple, sa deuxième victime. Que s'est-il passé dans l'affaire Bukovich? Et comment est-il arrivé à la maison et que s'est-il passé avec lui? Je ne veux pas entrer, je ne veux pas aller dans l'autre, les 5 que je connais, prends juste ce que je l'ai fait. Bukovich n'est pas celui que j'ai tué, donc je ne sais rien de lui. Ce que je sais de lui, c'est qu'il était un employé de mon voix. Quand tu regardes ça, cette affaire de rappel, et je ne suis pas le procureur John, mais tu viens juste, je sais que tu n'es pas, attends une minute, ce n'est pas celui que tu as tué, ce qui suggère que peut-être en fait, tu en as tué d'autres.
Non, non, d'accord, je suis désolé si je t'ai fait croire que non. Mais il est trop tard pour le faire, il y en a d'autres qu'il a tué, les enfants qu'il a attirés chez lui de toute façon qui n'en est pas sorti vivant quand il a été arrêté. Il a dit à la police ce qu'il avait fait et comment il l'avait fait avec une corde qu'il utilisait comme garrot. Maintenant il dit qu'il ne l'a pas fait et me montre son tour de corde pour expliquer comment la police a mal compris ça et plus de ce qu'il transforme en ses plaidoyers d'innocence. Demain Linda Bill. Ces 3 serial killers ont tous commis des actes horribles et ont laissé une marque indélébile dans l'histoire criminelle. Ils sont souvent étudiés par les criminologues et les psychologues pour comprendre les motivations et les comportements des tueurs en série. Section 2. Les comportements manipulateurs. Les comportements manipulateurs. L'un des aspects les plus troublants de la psychopathie est la capacité des individus à manipuler et à tromper les autres. Dans cette partie, nous analyserons les techniques de manipulation utilisées par les psychopathes, telles que le charme séducteur, la manipulation émotionnelle et la capacité à mentir sans vergogne. Nous verrons comment ils exploitent les faiblesses des autres pour atteindre leurs objectifs. Ted Bundy était connu pour son comportement manipulateur et charismatique. Il utilisait son apparence et son charme pour attirer ses victimes, souvent des jeunes femmes, et les convaincre de le suivre. Il se faisait passer pour quelqu'un de confiant, sympathique et attentionné, ce qui lui permettait de gagner leur confiance. Une fois qu'il avait réussi à attirer ses victimes dans un endroit isolé, Bundy les agressait sexuellement et les tuait. Il utilisait des tactiques de manipulation pour éviter d'être soupçonné, comme changer d'apparence, se faire passer pour quelqu'un d'autre ou utiliser des fausses identités. Bundy était également très habile pour échapper à la police et éviter d'être capturé. Il utilisait des stratégies de diversion, mentait aux enquêteurs et manipulait les preuves pour brouiller les pistes. Son comportement manipulateur lui a permis de commettre de nombreux meurtres pendant une longue période avant d'être finalement arrêté et condamné à mort. Bundy est considéré comme l'un des tueurs en série les plus notoires de l'histoire. Les manipulations ont continué tout au long du procès dont Ted lui-même assurait la défense. Notre procès pour meurtre de Theodore Bundy entame aujourd'hui sa 4e semaine à Miami. Après un long week-end, la séance de vendredi a été retardée parce que l'accusé souffrait d'un virus. Il est accusé des meurtres brutaux de 2 universitaires d'État de Floride sœurs de sororité en janvier 1978. Le procès a attiré un flux constant et inhabituel de spectateurs. Robin Lloyd de la station WTVJ rapporte. Chaque jour, la salle d'audience est remplie de spectateurs. Attirés par une fascination pour Theodore Bundy lui-même ou par les détails horribles des crimes, oreillers tachés de sang, photos des étudiantes assassinées, ce qui est inhabituel, c'est que de nombreux spectateurs sont des femmes. Jeunes femmes contemporaines des 5 sœurs de la sororité de l'État de Floride qui ont été agressées dans leur lit il y a 1 an et demi. Mais pourtant tu es très fasciné par lui. Chaque soir je me couche, j'ai très peur, j'ai fermé ma porte en verrouillant. Je n'ai pas peur de lui, il n'a tout simplement pas l'air du genre à tuer quelqu'un. J'ai essayé de m'imaginer à sa place, je regarde les oreillers avec des taches de sang et tout s'il l'a vraiment fait ou pas. Le procès a attiré des femmes d'aussi loin que Seattle où Bundy est soupçonné d'autres meurtres sexuels. Pourquoi cela arrive-t-il? Selon un psychiatre, c'est un mélange de peur, intrigue et en particulier d'attirance sexuelle. Utilisez ce mot de manière très large pour le moment. Mais il n'y a aucun doute. La violence accélère le pouls de nombreuses personnes. Et certainement des jeunes femmes. Les jeunes femmes elles-mêmes ne sont pas trop sûres de ce qui les attire au procès. As-tu un peu peur quand tu le regardes? Oui, ça me fait peur, être dans la même pièce que lui, mais je sais qu'il y a d'autres personnes là-dedans. Alors pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas. Charles Manson n'a pas drogué ses fidèles de manière habituelle. Au lieu de cela, il a utilisé diverses techniques de manipulation mentale pour exercer un contrôle sur les membres de sa secte, connue sous le nom de « la famille Manson ». Manson était un gourou charismatique qui a recruté principalement des jeunes et vulnérables, les embrigadant dans une vision apocalyptique du monde. Il a utilisé des tactiques de lavage de cerveau, de contrôle mental et de coercition psychologique pour maintenir son emprise sur ses disciples. Cependant,
il est important de noter que Manson et certains membres de sa famille ont consommé des drogues, en particulier du LSD, qui était assez répandu dans la culture des années 1960. Manson lui-même était un consommateur de drogue, mais il ne semble pas avoir utilisé les drogues de manière systématique pour contrôler ses disciples. Au lieu de cela, il a utilisé la peur, la manipulation psychologique et sa personnalité charismatique pour les maintenir sous son influence, les poussant à commettre des actes criminels, y compris les meurtres brutaux commis par les membres de sa secte en 1969. C'est un jeu. Oh, il n'y a ni bien ni mal. Il y a ce qui est. Quelle que soit la vie, elle est ce qu'elle est. Le bien et le mal n'ont rien à voir là-dedans. Donc le meurtre de cette personne, c'est juste un fait. Ben, c'en est un, non? Personne ne meurt, personne ne vit, c'est juste deux mots dans un jeu obsolète. Des gens sont morts, Charlie, tu as veillé à ce qu'ils meurent. Tout n'est qu'amour, mec, il n'y a rien qui soit pas de l'amour. Ah ouais, y a rien. Combien de temps tu veux encore écouter ces conneries, merde? Il faut que tu changes de rue, mon pote. Mets tes fringues à l'envers et laisse les gens se foutre de ta gueule. Tu es un lâche, Charlie. Un lâche qui n'assume absolument pas ses actes. Ouais, tu manges de la viande avec tes dents, tu tues des choses qui sont meilleures que toi, et ensuite tu dis que tes gosses sont des tueurs. Non, j'ai dit que toi, t'es un tueur. J'ai tué personne. Tu as ordonné à tes fidèles d'aller dans cette maison et de massacrer tout le monde. Bande de membres d'un soi-disant culte religieux, avec un leader qu'ils appelaient Jésus, a fait arrêter 3 de ses partisans. Dans l'enquête sur le meurtre de Sharon Tate, les personnes arrêtées sont 2 femmes et un homme, et la police de Los Angeles a dit qu'elle demanderait des actes d'accusation pour meurtre contre plusieurs autres. 5 femmes sont détenues comme témoins importants. C'est ici qu'ils vivent parmi les granges des écuries et les faux bâtiments d'un ancien lieu de tournage délabré à 20 km de Los Angeles. Ils s'appelaient la famille. Ils allaient et venaient et leur nombre variait de 20 à 30. La police a déclaré qu'il s'agissait d'une pseudo-secte religieuse. Les gens qui travaillaient au ranch ont déclaré qu'ils étaient de gros consommateurs de drogue. Jouer constamment au golf et voler des voitures est juste. Ils restent assis toute la journée et dorment et c'est tout. Tu vas ramasser les ordures et tu vas manger ça pour le dîner, et j'allais au magasin de temps en temps et c'était tout, ils sont juste partis et ont été chargés. La famille a quitté les grottes dans lesquelles ils vivaient dans le ranch du film Spawn, au début de l'automne après les meurtres de la Tate. Plus tard, la police a fait une descente dans le ranch et a trouvé des voitures volées. La famille a installé un autre camp dans le désert près de la vallée de la mort. 5 membres sont désormais en prison pour d'autres chefs d'accusation dans la ville désertique de l'Indépendance. Le chef de la famille, Charles Manson, est emprisonné ici. On s'attend à ce qu'il soit inculpé des meurtres sur bande. Les gens qui vivaient avec Manson au ranch et dans le désert a nié qu'il s'agissait d'un groupe violent. Était-il là tout le temps? C'est une bonne personne, une très bonne personne qui vient de la paix. Je ne sais même pas, tu sais qu'il s'envole au-dessus des montagnes. Est-ce que quelqu'un a volé quelque chose là-bas? Nous ne voulons déranger personne, tu sais que tout ce que nous voulons, c'est nous éloigner de ce bâtiment. La police a apparemment eu sa chance dans l'affaire lorsque cette fille, Susan Atkins, un membre de la famille de Manson, a été arrêtée dans un autre meurtre à Los Angeles, et a parlé à son âme sœur des meurtres. Même des années après, son influence et sa manipulation continuent jusqu'à la fin de sa vie. Passons à un autre manipulateur tout autant dangereux et terrifiant que les précédents. Son nom. Richard Ramirez. Petit résumé sur le personnage. L'histoire de Richard Ramirez est celle d'un tueur en série notoire qui a terrorisé la Californie dans les années 1980. Richard Ramirez est né le 29 février 1960 à El Paso, au Texas. Il a grandi dans une famille dysfonctionnelle, marquée par la violence et l'abus. Dès son plus jeune âge, Ramirez a montré des signes de comportement perturbés, notamment en torturant et en tuant des animaux. À l'adolescence, Ramirez a commencé à s'intéresser à l'occultisme et au satanisme, ce qui a influencé ses croyances et son comportement. Il a également développé une fascination malsaine pour le meurtre et la violence. En 1984,
Ramirez a commencé une série de meurtres brutaux et de viols, qui ont rapidement fait la une des journaux. Il ciblait principalement des femmes, des hommes et des enfants, commettant des actes de violence extrêmes et sadiques. Ramirez était connu pour entrer par effraction dans les maisons de ses victimes pendant la nuit, les agresser sexuellement, les torturer et les tuer. La terreur s'est rapidement répandue dans toute la Californie, et Ramirez a été surnommé le « Night Stalker », le rôdeur de nuit, par les médias. Les habitants vivaient dans la peur constante, verrouillant leurs portes et fenêtres, et formant des groupes de surveillance pour se protéger. La traque de Ramirez a duré plusieurs mois, car il était difficile à identifier et à attraper. Cependant, en août 1985, il a été capturé par des résidents de Los Angeles alors qu'il tentait de voler une voiture. Les témoins l'ont reconnu et ont alerté la police, qui l'a arrêté. En 1989, Ramirez a été reconnu coupable de 13 meurtres, 5 tentatives de meurtre, 11 viols et 14 cambriolages. Il a été condamné à la peine de mort, mais est décédé en prison en 2013 des suites de complications liées à un lymphome. L'histoire de Richard Ramirez est marquée par la terreur et la cruauté. Ses crimes ont laissé une empreinte indélébile sur les communautés qu'il a terrorisées. Son cas a également suscité un intérêt considérable dans les médias et a été étudié par les criminologues et les psychologues pour comprendre les motivations et les comportements des tueurs en série. Maintenant voici l'une de ces techniques de manipulation dans l'extrait que vous allez voir deux camps se forment pour défendre Richard. Similaire à Ted ou à Charles Manson, l'une des techniques de manipulation qui revient systématiquement est le charme, la manipulation émotionnelle et le lavage de cerveau. Les femmes californiennes poussent un soupir de soulagement lorsque ce meurtrier de masse a été arrêté. Mais maintenant, dans une tournure bizarre, beaucoup implorent son attention et son affection. Mike Waka raconte l'histoire du condamné à mort Roméo. Quelqu'un m'appelait et elle me menaçait de mort et me disait « Tu sais que tu vas mourir et rester loin de Richard. » Je suppose que oui et tu ferais mieux de rester loin de Richard et blabla. Si je voulais l'attaquer ou la tabasser, j'aurais et je pourrais, mais je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas, elle exagère tout. Un phénomène surprenant s'est développé, la prison du comté de San Francisco, au centre de la tempête. L'un des morceaux d'écume humaine les plus répugnants, jamais taché les pages de l'histoire criminelle américaine, il s'appelle Richard Ramirez, le tueur de masse le plus lâche de Californie, un diable connu sous le nom de Night Stalker. Je trouve que Richard a beaucoup de charisme de manière très naturelle, il n'y a rien de faux chez lui et les gens le voient à la télévision, sortir d'une salle d'audience ou entrer dans le tribunal, ça semble attirer certaines personnes. J'ai vu des femmes y aller pour le voir. Quand tu entends parler des gens, les femmes se battent physiquement. Nous avons une sorte d'altercation, lors d'une visite à quelqu'un qui est en prison, c'est totalement inconscient, et il n'est même pas conscient de ce qui se passe. Je l'aime bien, je veux dire, vous savez que je veux dire, quand je suis allée lui rendre visite, j'ai décidé que je n'allais pas regarder tout ce qu'il avait fait. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire de Richard Ramirez, il est impossible d'oublier ce qu'il a fait, au printemps et à l'été étouffant de 1985, ce vagabond de l'ouest du Texas est descendu sur la côte californienne comme une maladie mortelle. Pendant des mois sous le manteau des ténèbres. Il s'est glissé par les fenêtres, il a violé, mutilé, assassiné. Son modus operandi était généralement le même. D'abord, il tirait sur tous les hommes de la maison pendant qu'ils dormaient dans leur lit. Puis il violerait et assassinerait les femmes, violait même les enfants. Verrouillez vos portes, verrouillez vos fenêtres. Si vous avez la possibilité de fournir des dispositifs de sécurité supplémentaires, alors faites-le par tous les moyens. Mobilisons tout le monde ensemble et pour l'autodéfense dans cette vallée. Qui veut être le prochain? Je sais que personne d'autre ne le sait. Pourtant, malgré le règne de la terreur, il y en avait qui trouvaient ce misérable lâche irrésistible. Lors de son long procès à Los Angeles, les groupies de Ramirez se sont rendus au palais de justice et souvent le tueur faisait tout un spectacle. Je ne le ferai pas, je ne reviendrai plus ici. Tu comprends que ce procès est une blague. Mais malgré le théâtre, Richard Ramirez a finalement été reconnu coupable et condamné à mort. Avec le jury dans l'action intitulée ci-dessus,
trouvé le défendeur Richard Ramirez, coupable de meurtre. Et aujourd'hui, 6 ans après son arrestation, Richard Ramirez est incarcéré dans la prison du comté de San Francisco. On attend de procès pour un énième meurtre, mais malgré la longue incarcération, son soi-disant charisme semble intact. Alors qu'une petite armée de femmes continue d'affluer vers le tueur, et apparemment au moins 2 de ses adeptes féminines marchent désormais dans le cadre d'une campagne en cours. Et parfois de violentes batailles les uns contre les autres dans la prison de San Francisco. Les 2 auraient provoqué de violents troubles, Marquez est même allé jusqu'à tenter récemment de faire appel à un juge local, d'émettre une ordonnance de non-communication contre Christine Lee. Le juge cependant, a déclaré qu'elle avait trouvé les 2 femmes peu crédibles et les avait expulsées du tribunal. Tu n'es pas une groupie de Richard Ramirez, non? Non. Mais tu es son ami. Oui. Ouais, elle me déteste pour une raison quelconque. Elle a commencé à m'appeler au téléphone. Peux-tu voir pourquoi quelqu'un peut penser que tu es un peu obsédé par Richard? Es-tu obsédé? Non. Es-tu obsédé par Richard? Non. Lui ferais-tu du mal? Ce phénomène au palais de justice de San Francisco n'est certainement pas nouveau. Les criminels graciés qui marchent derrière les barreaux attirent depuis longtemps l'attention. L'affection, même l'obsession des gens de l'extérieur, mais c'est une histoire d'extrême. Je fais des recherches pour réaliser un documentaire sur la peine de mort. J'aimerais juste que la femme me laisse tranquille. Ils ont appelé chez moi au moins 20 menaces de mort en une nuit. Elle est un de ses amis, et puis aller jusqu'à dire que peut-être je devrais tirer sur le président pour lui montrer combien je l'aime. Elle a dit au service secret qu'elle voulait l'épouser et avoir un bébé avec lui. Est-ce que tu lui as demandé ça? Qu'elle l'aimait, c'est ce qu'elle n'arrêtait pas de leur dire. Je l'aime, c'est ce qu'elle pourrait dire. J'ai parlé au service secret et ils ne voulaient pas du tout en parler. Ils ne veulent pas parler de toi, ils ne veulent pas parler d'elle. Et évidemment l'un d'entre vous ou quelqu'un a fait une sorte de menace contre la vie du président des États-Unis. Est-ce vrai? Non, personne ne l'a fait. Est-ce qu'elle a fait ça? Mais tu ne nous diras pas ce que tu fais avec Richard Ramirez? En quoi consiste ta relation? Je ne peux pas parler de ça, c'est... Et il y a d'autres cas limités que j'ai traités. C'est la première fois qu'un juré se présente. Et avec tant de femmes qui se manifestent maintenant, on ne peut que se demander pourquoi, entre-temps, son droit de visite a été révoqué jusqu'en octobre. Les femmes qui aiment les tueurs en série, également connus sous le nom de « femmes hybristophiles », sont des individus qui ressentent une attirance romantique ou sexuelle envers des hommes qui ont commis des actes de violence extrême, y compris le meurtre en série. Cette fascination peut être attribuée à plusieurs facteurs psychologiques et sociaux. Certains experts suggèrent que ces femmes peuvent être attirées par le pouvoir et le contrôle que les tueurs en série exercent sur leurs victimes. Section 3. Les motivations des crimes. Pour savoir et comprendre les motivations des crimes, il faut remonter et étudier l'enfance ou les chocs et sévices traumatiques s'il y eut, pour pouvoir envisager de connaître les motivations réelles de leurs crimes. Ted Bundy, Charles Manson et Edmund Emile Campé étaient tous des tueurs en série notoires, mais leurs motivations étaient différentes. Ted Bundy. Ses motivations étaient principalement liées à sa fascination pour le contrôle et la domination. Bundy était un manipulateur charismatique qui utilisait son apparence et son charme pour attirer ses victimes. Il prenait plaisir à traquer, enlever et tuer ses victimes, puis à revenir sur les lieux des crimes pour commettre des actes de nécrophilie. Bundy a également admis qu'il ressentait une satisfaction intense en ayant le pouvoir de vie et de mort sur ses victimes. Charles Manson. Qui a été le cerveau derrière une série de meurtres brutaux commis par ses disciples, connus sous le nom de « la famille Manson », dans les années 1960. Manson était un manipulateur charismatique qui prêchait une idéologie apocalyptique et raciste. Ses motivations étaient principalement liées à sa quête de pouvoir et de contrôle sur ses adeptes. Il croyait en une guerre raciale imminente et pensait que les meurtres qu'il ordonnait déclencheraient cette guerre. Manson cherchait également à se venger de l'industrie musicale, car il avait échoué à percer en tant que musicien.
Edmund Emil Camper, également connu sous le nom de « l'ogre de Santa Cruz », était un tueur en série américain qui a commis une série de meurtres dans les années 1970. Ses motivations étaient principalement liées à sa fascination morbide pour la violence et le contrôle. Camper était un homme imposant et intelligent, qui a commencé par tuer des animaux avant de passer aux meurtres humains. Il a avoué qu'il ressentait une satisfaction sexuelle en tuant ses victimes et qu'il aimait exercer un contrôle total sur elles. Camper a également commis des actes de nécrophilie et de décapitation sur ses victimes. Attardons-nous sur Edmund, sur son enfance et adolescence, ses chocs et traumatismes. C'est pas simple de massacrer des gens. C'est une tâche difficile. Physiquement et mentalement, je crois pas que les gens réalisent. On a besoin d'évacuer. Vous savez, il y en a plein d'autres comme moi. Né le 18 décembre 1948 à Burbank, Californie, est un tueur en série américain accusé de 10 meurtres dont celui de sa propre mère. Clarnell Strandberg Camper. Personnage impressionnant par sa taille, 2,06 mètres, son poids, 136 kg, et son QI de 145. Il a commencé sa série de meurtres avec celui de ses grands-parents à l'âge de 15 ans et demi. Les crimes ont d'abord eu lieu de mai à septembre, du dimanche 7 mai au jeudi 14 septembre. Et puis ils ont repris à partir de janvier, et puis en février. Et ça s'est accéléré. C'est monté en flèche. C'était pas cyclique, mais c'est arrivé de plus en plus souvent. Les 2 premières étudiantes que j'ai tuées sur Ashby Avenue, elles mesuraient moins d'1,60 m. Elles étaient plutôt petites. L'une avait les cheveux bruns, l'autre était blonde. Quand j'ai tué la première fille, j'étais sous le choc. J'étais terrorisé, rien n'allait. J'ai tout fait de travers. Je me suis comporté comme un idiot. Après avoir mis le corps dans le coffre, j'avais les mains pleines de sang et je me suis dit « Oh mon Dieu, je l'ai fait, je peux pas le croire, merde. Maintenant, je dois tuer l'autre. » L'homme se livre facilement, il n'a aucun mal à se confier sur les horreurs des crimes qu'il a commis et qui malheureusement ne sont pas les premières. Son enfance fut un vrai calvaire. Son père était très alcoolique et très violent envers la mère de Ed. Clarnell, sa mère, impressionnante par sa taille, et très rude avec son entourage, reporte alors sur l'unique présence masculine de la maison, toute la haine qu'elle voue à son ex-mari. Les sœurs d'Edmund qui le maltraitent elles aussi, auront leur chambre. Ed, lui, devra se contenter d'un lit de fortune, dans la cave. Ma mère et mes sœurs montaient dormir à l'étage, où j'allais moi aussi avant. Mais moi je devais descendre à la cave. Allez expliquer ça à un enfant de 8 ans. C'est incompréhensible. Pourquoi moi je devais aller à la cave? Je descendais en enfer et elle montait au paradis. La surface de la terre c'était le salon. Et moi je devais descendre et affronter des démons, des monstres, des fantômes qui me terrorisaient. Elle n'y était pas obligée. La mère du jeune Edmund est très brutale avec son fils. C'est à cette époque que Edmund a commencé à développer ses fantasmes morbides. À l'âge de 5 à 7 ans, il commence à pratiquer des actes de cruauté envers les animaux du voisinage. Chiens, chats, que sa mère découvrira dans le placard de Edmund, les chiens et chats disparus du voisinage, décapités et les pattes coupées. Il est important de retenir la manière dont Edmund a tué ces animaux. J'avais un pistolet de policier. Il était tout en métal, un calibre 5.5. Je l'avais eu à New York. J'étais allé là-bas un été avec mes cousins. Et quand je suis revenu, ça a rendu ma sœur jalouse. C'était ma sœur aînée. Elle détestait ce pistolet. J'avais ce jouet, pas elle. Elle aurait aimé l'avoir à ma place.
L'après-midi, alors qu'on venait tout juste de rentrer de voyage, elle a commencé à se disputer avec moi pour une broutille. Et puis elle est devenue comme enragée. Elle m'a arraché mon jouet des mains. Je lui ai dit « ne le jette pas !» et devant moi, elle l'a jeté par terre de toutes ses forces. Je l'ai ramassé, il était totalement cassé. Elle avait cassé mon pistolet. Il ne fonctionnait plus. Alors je suis allé dans sa chambre et je lui ai pris sa poupée. Une très jolie poupée qu'elle avait, comme toutes les filles ont. Il y avait une paire de ciseaux dans sa chambre. Il y avait aussi une machine à coudre. J'ai pris les ciseaux. J'ai arraché la tête de la poupée et je lui ai coupé les mains avant de lui jeter à la figure. Tu as cassé mon jouet, je t'ai cassé ton jouet. Voilà ce que j'ai fait. Même si cet épisode ne fait pas d'un enfant un tueur en série, les psychiatres sont clairs. Il n'empêche, c'est un geste lourd de sens que Edmund Camper reproduira sur les corps de la plupart de ses victimes. Edmund développe des jeux morbides avec ses sœurs. À l'âge de 10 ans, il joue à des jeux totalement morbides, un jeu de la chaise électrique et de la chambre à gaz. Edmund va attacher ses deux sœurs sur un lourd fauteuil, les ligoter, pour leur faire croire qu'elles vont être exécutées. Selon les psychiatres, les jeux morbides et destructeurs que Edmund a développés sont un signe de mode défensif, détruire l'autre c'est pouvoir exister, sinon comment exister par rapport à une mère qui le maltraite. Une mère qui a fait de l'existence de son fils détestable. Une mère qui veut nier l'existence de son fils en le faisant dormir dans la cave. Le temps passe dans la maison familiale et le jeune Edmund pense à son père qui se souvient à peine. De son côté, sa mère, pourtant malgré son aversion pour les hommes, se remarie. Le nouveau beau-père de Edmund l'emmène régulièrement pêcher au bord du lac du barrage. Pour la première fois, le jeune Edmund ressent une pulsion de mort. L'envie irrésistible de tuer cet homme qui n'est pas son père. Mais Edmund ne passera pas à l'acte, ni même sur sa mère qui continue à l'humilier et qu'il déteste de plus en plus. Je pense que le meilleur côté de mon caractère, ça a été de résister à cette sorte de pression que ma mère m'a imposée quand elle faisait tout pour que je devienne ce qu'elle appelait un bon enfant. Je serais devenu fou si j'avais été l'enfant qu'elle souhaitait. Je ne suis donc pas devenu cet enfant-là. D'une certaine façon, comment dire, j'ai résisté à ma mère. Edmund, qui déteste de plus en plus sa mère, décide de partir rejoindre son père en Californie. Mais le jeune Edmund va très vite déchanter. Je ne suis allé là-bas qu'une seule fois, mais j'ai dû partir. On était allé là-bas pour Noël chez mon père à Los Angeles, mais après, il a fallu que je parte. J'avais de grosses frictions avec mon demi-frère et ma belle-mère. On a eu des problèmes. Je ne les intéressais pas, ils ne m'aimaient pas, ils s'étaient construit une nouvelle vie et moi, j'étais désespéré parce que je n'avais jamais eu la présence d'un homme à mes côtés. Je voulais que mon père m'aime, je voulais qu'il me le prouve, je voulais sa reconnaissance. Mais après, ça a très mal tourné. On s'est beaucoup disputé et il n'a pas voulu me prendre avec lui. Il a décidé de se débarrasser de moi. J'appartenais à son ancienne famille, je n'étais plus rien. Le jeune Edmund est rejeté de toutes parts. Ses parents décident de le convier à ses grands-parents, dans la lointaine campagne américaine. C'est dans cette maison que Edmund va résider quelques mois, et c'est ici qu'il va commettre pour la première fois l'irréparable. Elle ne me laissait jamais rien faire seule, elle ne me laissait jamais prendre des initiatives. J'ai développé un fantasme quand je pensais à elle, une envie de la tuer. Mon fantasme de décapitation a commencé à ce moment-là. C'est là qu'il s'est mis en place. Un jour, il tua sa grand-mère. Et quand son grand-père fut de retour, il savait que cela allait mal tourner. Du coup, il tua son grand-père. Après avoir tué ses grands-parents, Edmund téléphone à sa mère expliquant ce qu'il venait de faire. Étant encore mineur, il n'a pas 15 ans, Edmund n'ira pas en prison. Il sera interné à l'hôpital psychiatrique le 6 décembre 1964. Il va y rester un peu plus de 5 ans. À l'époque, ni les médecins ni les autorités ne détectent le signe de la marque des tueurs chez Edmund. À cette époque, bien que les tueurs en série ont toujours existé, ce phénomène n'était pas étudié. La personnalité de Edmund sera analysée par des psychiatres qui se tromperont de diagnostic en le déclarant schizophrène paranoïde. Si ça aurait été le cas, il aurait eu des états paranoïaques délirants et des hallucinations, ce qui n'est pas le cas d'Edmund. C'est une erreur de diagnostic très importante qui mènera à la suppression de son casier judiciaire, le blanchissant du meurtre de ses grands-parents. Sorti de l'hôpital suite à une décision prise à l'encontre des psychiatres, le juge le renvoie chez sa mère.
bien que les psychiatres préconisaient peu de contact avec sa mère suite à une haine que Edmund lui vouait. Il sort de l'hôpital donc sous contrôle judiciaire et il retourne vivre chez sa mère. Et traîne dans un bar où des officiers de la police ont pris l'habitude de se détendre et de boire des verres. Edmund se lie d'amitié avec eux. En 6 mois, Edmund tuera 6 autostoppeuses, tout en fréquentant le bar avec ses officiers, ce qui lui permettait de savoir où en sont les enquêtes. Mais Edmund s'arrête et met enfin un nom sur sa haine. Sa mère. Depuis ce dimanche-là jusqu'au samedi d'après, pendant toute la semaine, je n'ai cessé de me répéter « Ma mère va mourir, je vais la tuer ». Le vendredi suivant, je suis rentré à Santa Cruz dans l'après-midi. J'ai bu jusque tard dans la soirée. Je me suis endormi jusqu'à ce que ma mère arrive et nous avons échangé nos derniers mots, sans nous disputer. Je suis allé la voir dans sa chambre pour parler avec elle. Je ne suis pas en train de me donner des excuses pour le meurtre. Je dis juste qu'il suffisait qu'elle me dise quelque chose, qu'elle me dise les bons mots pour arrêter toute cette merde. Le petit enfant que j'étais a ressurgi dans ma tête. Il fallait juste qu'elle me dise quelque chose et je stoppais tout. Je me souviens qu'elle lisait un livre, qu'elle l'a reposé et qu'elle m'a dit « Oh mon Dieu, tu ne vas pas rester toute la nuit à me parler ». D'habitude, dans les mêmes circonstances que cette nuit-là, j'aurais répondu « non » et je serais parti. Elle aurait su qu'elle m'avait vexé et le lendemain, nous nous serions reparlé. Mais là, je savais que nous n'allions pas reparler. Je suis reparti dans ma chambre, je savais que je n'allais pas dormir, je me suis allongé 3 ou 4 heures. Il devait être environ 5 heures du matin quand je suis revenu avec un marteau. Je lui ai défoncé le crâne et je lui ai coupé la tête. Après avoir tué sa mère, Edmund tue aussi la meilleure amie de sa mère qui travaillait avec elle à l'université. Le cas de Edmund reste très complexe et les autorités et les psychiatres étudient encore son cas. L'enfance de Edmund est similaire à celle de plusieurs autres tueurs en série. Mais les sévices de l'enfance, les abus ou les chocs traumatiques qui ont conduit à développer des fantasmes morbides pour certains ne fait pas tout. Nous avons survolé l'enfance d'Edmund mais son cas est encore étudié pour comprendre et traiter les tueurs en série. Cette vidéo a survolé la psychologie des psychopathes, vous a permis de plonger dans l'esprit sombre et complexe de ces individus dépourvus d'empathie. En comprenant les traits distinctifs, les origines, les comportements manipulateurs, les motivations, nous espérons avoir éclairé certains aspects de ce sujet fascinant. N'oubliez pas que la psychopathie est un sujet complexe et que cette vidéo ne peut couvrir tous les aspects. Abonnez-vous, commentez et partagez la vidéo pour plus de contenu. Merci et à bientôt pour une nouvelle Horror Story.